Mesdames et messieurs les élus, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, la rentrée est peut-être loin dans les têtes et pourtant cela fait seulement 3 semaines que les 11 500 enfants de Montreuil ont repris le chemin de l'école. Cette année, la rentrée avait une saveur particulière. Elle a marqué l'aboutissement d'un processus que nous avons initié depuis le début de ce mandat. Tous les élèves de petites et de moyennes sections de maternelle, absolument toutes et tous, ont eu la bonne surprise de rencontrer la personne qui, en plus de leur enseignant, les accompagnera tout au long de l'année. Je veux évidemment parler des ATSEM et vous confirmer que nous avons réalisé, avec 1 an d'avance sur le calendrier que nous nous étions fixé, l'un de nos engagements les plus forts de notre projet politique, sur la base duquel un consensus était très largement partagé au sein de notre municipalité et dans la communauté éducative. Le recrutement d'ATSEM pour tous les enfants des petites et moyennes sections de maternelle est, je crois, la plus belle mesure éducative que nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre au cours de ces mandats. D'une part, parce qu'on ne reconnaît peut-être pas suffisamment le rôle crucial de ces agents, de ces femmes, dans leur immense majorité, dans la réussite du projet éducatif de notre ville. Elles sont un renfort indéniable dans l'encadrement des enfants avec un adulte en plus en classe. Elles sont également un appui dans les activités pédagogiques de l'enseignante ou de l'enseignant. Elles sont enfin une aide précieuse pour l'accompagnement des enfants dans leurs besoins primaires et participent à rendre leur environnement propre et accueillant. D'autre part, parce que c'est un choix politique fort et assumé. Nous en mesurons pleinement les conséquences pour nos finances publiques en termes notamment d'augmentation de la masse salariale. Nous démontrons ici en actes que l'éducation est au cœur de notre projet politique et de nos priorités. Créer de bonnes conditions d'apprentissage pour nos enfants passe aussi par leur offrir le meilleur cadre possible. Nous connaissons à la fois les capacités et l'état de notre patrimoine scolaire et nous investissons prioritairement chaque année dans la rénovation de nos 54 écoles. C'est un travail titanesque auquel notre atelier municipal prend toute sa part. Cet été, ce sont plus de 3 millions d'euros de travaux que nous avons engagés dans les écoles Angela Davis, Danton Maternelle, Daniel Renoux, Colonel Fabien, Jean Jaurès élémentaire et maternelle, Jules Ferrien, Henri Vallon maternelle et Romain Roland pour ne citer qu'elle. À ces travaux importants effectués lors de la période estivale s'ajoutent les nombreuses interventions tout au long de l'année. Mais aussi la réhabilitation des écoles Guy Môquet et d'Estienne-d'Orve en vue de la création d'un nouveau groupe scolaire à la rentrée 2024, ainsi que les études et les travaux préparatoires à l'agrandissement de l'école Méliès dans la perspective de la rentrée 2025. L'ensemble de ces dépenses, et notamment ces 2 nouvelles écoles que je viens d'évoquer, constituent une part très importante de notre investissement d'ici la fin du mandat. Là encore, nous confirmons en acte que l'éducation est le cœur de nos priorités. Montreuilloises, Montreuillois, au-delà de créer les meilleures conditions d'apprentissage possibles pour nos enfants, préparer l'avenir, c'est aussi rendre notre ville pleinement vivable et habitable avec le réchauffement climatique. C'est donc se préparer à la hausse des températures. Car les canicules que nous avons vécues cet été ne sont qu'un avant-goût de ce qui sera la norme dans les années qui viennent et en 2050 en particulièrement, et même pire si d'ici là, nous n'avons pas atteint l'objectif de réduction rapide, globale et totale des émissions de gaz à effet de serre. Si nous voulons bien vivre à Montreuil, demain, après-demain et dans 20 ans, nous devons dès maintenant créer les conditions pour cela.
J'aimerais à cet instant qualifier notre approche qui se veut à la fois très concrète, très pragmatique et ambitieuse. Ambitieuse car le plan Arbre que nous avons adopté à Est Ensemble l'année dernière va nous permettre de transformer Montreuil en plantant 5 000 arbres en 4 ans. C'est l'objectif que nous nous sommes donné. Cela veut dire qu'il ne faut, pour l'avenir, plus une rue sans un arbre. De l'ombre et de la fraîcheur partout dans notre ville. Concrètement, je peux vous affirmer que, dès cette année, nous atteindrons le seuil de 1200 arbres plantés entre novembre 2023 et mars 2024, et ce, sans compter les arbres qui seront plantés par d'autres collectivités, à l'instar du département sur les voiries départementales de la commune. Concrète, car tout au long de l'année, nous débitumerons les pieds d'arbres afin de laisser pénétrer dans le sol l'eau et alimenter ainsi plus efficacement les racines et les sous-sols. Planter des arbres maintenant, également en choisissant des essences adaptées au réchauffement climatique et en leur garantissant de meilleures conditions de développement, c'est s'assurer que d'ici 30 ans, ils soient assez grands et développés pour que la population montreuilloise en bénéficie. Je rappelle qu'il faut 7 ans en moyenne à un arbre pour prodiguer une ombre suffisante. Avec aussi le projet de Grand Chemin, ce circuit arboré de plus de 40 km à travers les 9 villes de notre territoire, nous aménagerons l'espace public dans le but de créer un chemin, une balade arborée et agréable qui traversera notre ville et singulièrement ses parcs, reliera ses parcs. Les réunions de concertation entamées avant l'été se poursuivent dans les quartiers qui sont concernés par le Grand Chemin durant les 2 prochains mois. J'invite ainsi les Montreuilloises et les Montreuillois à participer à l'élaboration de ces nouveaux aménagements, dont les premiers seront réalisés d'ici la fin du mandat. Ainsi, loin d'être seulement des paroles dans le vent, nos orientations clairement définies se déclinent dans des phases opérationnelles et se concrétisent. Chères Montreuilloises, chers Montreuillois, ce soir, nous aurons également l'occasion de gravir la première marche en vue de la construction d'une mosquée dans le Bas-Montreuil, afin que les Montreuilloises et les Montreuillois de confession musulmane puissent exercer leur culte dignement. Notre première délibération à l'ordre du jour rendra ainsi possible la mise à disposition d'un terrain à la Fédération musulmane du Bas-Montreuil par le biais d'un bail amphithéotique administratif. Je salue dans l'Assemblée ses représentants. À l'heure où l'obscurantisme et l'ignorance jettent l'opprobre sur des millions de nos concitoyennes et nos concitoyens, nous sommes fiers de nous apprêter, si le Conseil le décide, à poser en acte les jalons de ce grand projet dans le strict respect de la loi de 1905 sur la laïcité et dans la stricte volonté d'assurer, ainsi que la loi nous l'ordonne, et de garantir le libre exercice du culte dans des conditions dignes. Cela fait des années que la ville de Montreuil fait avancer la jurisprudence du Conseil d'État sur ce sujet. Nous utiliserons donc ce soir un moyen de droit que Montreuil avait lui-même contribué à créer il y a de cela plus d'une décennie. Notre République a comme l'un de ses principes fondamentaux l'égalité de chacune et de chacun. Cette valeur, comme la liberté et la fraternité, doivent être chaque jour mis à l'épreuve des actes. Montreuil a par bien des aspects ces valeurs inscrites dans son ADN de partage et sans doute une France d'avance quant à notre vie commune. Je remercie chaleureusement Frédéric Molossi, Gaylor Lechecker, la direction générale ainsi que les services d'urbanisme pour leur travail sur ce sujet complexe. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, citoyennes, citoyens, alors que nous examinerons tout à l'heure
les délibérations relatives aux contentieux sur les indemnités des élus, je veux apporter un éclairage sans concession sur l'immense gâchis d'énergie, de temps et de procédure auxquels vous allez assister. Les faits d'abord. Un conseiller municipal d'opposition exerce son mandat essentiellement devant les tribunaux. Il a lancé des dizaines de procès contre moi, contre ses camarades de parti, contre telle ou telle délibération du conseil municipal. Nous voilà encombrés de procédures. Il y a quelques années, il a entamé une procédure relative à la délibération sur les indemnités des élus et son procès a prospéré en première instance puisque la délibération a été cassée par le juge administratif pour un défaut partiel d'information du conseil municipal. Les élus sont donc enjoints au remboursement de leur indemnité, puis au remboursement par la commune aux élus du remboursement de leur remboursement pour être un peu simple. J'explique plus précisément. Premièrement, le juge n'a pas considéré que les montants des indemnités reçues par les adjoints et les conseillers municipaux étaient illégales ou excessives. Le juge ne dit pas qu'un seul élu aurait perçu le moindre centime supplémentaire qui aurait ainsi augmenté illégalement son indemnité. J'y insiste, la probité des élus du conseil municipal, leur honnêteté fondamentale, leur bonne foi ne sauraient être mis en cause sur la base de ce jugement. C'est faux. D'ailleurs, le conseil municipal, dans sa délibération suivante de décembre 2021, a arrêté le même montant d'indemnité sans qu'aucune remarque, ni du contrôle de légalité, ni de l'élu, à l'origine du contentieux. Deuxièmement, le juge a annulé la délibération parce qu'il considère que le conseil municipal n'avait pas été suffisamment informé sur les motifs de versement de 3 indemnités au titre de la majoration de dotation de solidarité urbaine. Dont acte. Nous avons fait appel de cette décision et de ses conséquences devant la Cour d'appel administrative. Troisièmement, interrogé à ma demande sur la conséquence de ce jugement, le président du tribunal administratif de Montreuil a répondu que les élus devaient rembourser les montants, puis demander devant les tribunaux ou à l'amiable à la commune de les indemniser pour le préjudice subi. En d'autres termes, puisque les élus ont légalement et régulièrement exercé leurs fonctions, ils sont donc en droit de percevoir une indemnité et doivent donc être remboursés de leur remboursement, pour être simple, je le redis, et sans doute sans respecter la terminologie juridique précise. Certains prétendent qu'agir de la sorte serait constitutif d'un délit pénal, celui de la prise illégale d'intérêt. Ils n'avancent aucun élément jurisprudentiel à cet effet. Tout au contraire, ce n'est pas ce que nous dit le président du tribunal administratif, ni la Cour de cassation qui a jugé qu'être adjoint d'une même collectivité ne constituait pas une communauté d'intérêt. En tout état de cause, devant la difficulté devant laquelle nous sommes, j'ai proposé d'appliquer strictement la recommandation du président du tribunal administratif de Montreuil dans son courrier du 30 juin 2023. Voilà pour la procédure présente. Je veux à cet instant formuler 2 remarques. La première tient à la probité des élus et à la légalité des montants versés. Elle est totale.
sans aucune ambiguïté. Et je veux dire nettement que je considère qu'il y a, dans les écrits infamants que j'ai pu lire, notamment sur les réseaux sociaux, un procédé coupable à profiter de cette mésaventure juridique pour mettre en cause, sans fondement, l'intégralité des élus. C'est le propre de la lâcheté que d'agir avec les armes de la bassesse. Je veux donc assurer dans ces circonstances mon soutien total aux élus injustement mis en cause dans le débat public. Ma dernière remarque tient en une remarque morale et de civilisation. Le plus grave ne tient pas seulement aux insultes et aux excès que répand injustement cette situation à l'encontre des élus municipaux. Le plus grave tient qu'à force de jouer avec le feu, d'allumer les flammes de la haine et du doute à l'encontre d'élus qui n'ont rien, absolument rien en l'espèce à se reprocher, on abîme un peu plus notre démocratie pour des motifs de publicité de toute nature. Il y a quelque chose de bien peu républicain dans ce que j'ai pu lire ici et là sur les réseaux sociaux et qui relève parfois de l'ignorance, mais bien plus souvent, plus gravement, de la partialité et de la manipulation. Enfin, j'enjoins dans cette situation et face aux attaques que j'ai pu lire, j'enjoins la majorité à laisser retomber un voile d'indifférence sur ces procédés et de continuer à servir Montreuil et ses habitantes et ses habitants avec patience, créativité et détermination. Je vous remercie. La séance du conseil municipal de ce soir est assez particulière. À mon sens, elle est aussi et surtout le reflet d'une démocratie locale qui va mal. Je m'en explique. En effet, nous avons ce soir un ordre du jour avec 90 délibérations. Sur ces 90 délibérations, seules 38 concernent en réalité la gestion de notre commune. Autrement dit, près de 60% de l'ordre du jour est consacré à mettre en échec une décision de justice. Nous aurons l'occasion de revenir plus longuement sur ce point, mais d'ores et déjà, je pense qu'il est important de dire que l'annulation par le tribunal administratif de Montreuil de 18 mois d'indemnité obligeait l'ensemble des élus à rembourser les sommes perçues. 50 élus sur incitation du maire vont ce soir demander une remise gracieuse pour ne pas avoir à appliquer cette décision. Je ne sais pas si la majorité mesure l'impact de ce qu'elle s'apprête à faire ce soir, mais de mon point de vue, avec ce qui est proposé ce soir, nous franchissons une étape supplémentaire dans le délitement de notre démocratie locale. Le fait que des élus de la République, ceux-là même qui sont supposés défendre l'intérêt général, le fait que ces élus mettent au-dessus de l'intérêt de la commune leurs propres intérêts personnels est inquiétant. L'organisation minutieuse mise en place au plus haut niveau de la ville pour aboutir à ce résultat rajoute au malaise démocratique. L'organisation des élus entre eux pour s'accorder des remises gracieuses n'est malheureusement pas le seul signe de la lente déliquescence de notre vie démocratique locale. Notre séance de ce soir, comme nous commençons à en prendre l'habitude depuis 3 ans, c'est un document de plus de 1500 pages à analyser en moins d'une semaine. Malgré ces 1500 pages, c'est malheureusement une séance au cours de laquelle les vrais enjeux auxquels notre ville doit faire face ne seront pas abordés. La majorité municipale déborde d'imagination pour noyer les vrais enjeux. Pour illustrer mon propos, je me contenterai de donner quelques exemples tirés de l'ordre du jour. La première technique qui va être employée ce soir consistera à nous faire débattre de sujets consensuels et qui ne soulèvent aucun enjeu, comme l'octroi par exemple de 5 000 € de subventions au Maroc ou à la Libye, quand des sujets aussi essentiels que ceux relatifs à la gestion du personnel communal, avec par exemple l'application du Ségur de la santé, sont sans débat et renvoyés en fin d'ordre du jour. On va donc survoler le Ségur de la santé et apprendre que la majorité municipale l'applique uniquement pour les médecins des centres de santé. Pourquoi les autres personnels qui pourraient en bénéficier ne sont pas cités, nous ne le saurons pas. De la même manière, nous allons parler longuement de 5 000 € qui ne soulèvent aucune difficulté, mais les 10 000 € de subventions entre guillemets accordées à la Beaume vont passer sous les radars en décision du maire et ne seront même pas évoqués en conseil municipal. Quand on connaît les liens entre la Beaume et l'équipe municipale, c'est effectivement fâcheux.
La deuxième technique qui sera utilisée ce soir, c'est de noyer les enjeux derrière des aspects purement techniques. Les délibérations autour des Jeux Olympiques s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. L'attention de notre conseil municipal va être mobilisée pour autoriser l'acquisition d'un peu plus de 2000 billets pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans la délibération, bien sûr, vous ne trouverez aucun critère de répartition de ces 2000 billets entre les habitants. Et lorsque vous interrogez sur les critères, on vous répondra que la critérisation se fera ultérieurement. Vous l'aurez compris, le conseil municipal est juste compétent pour autoriser la dépense. Discuter de la répartition des billets, ça se fait à huis clos. Toujours s'agissant des Jeux Olympiques, on nous demandera de valider ce soir un accord de confidentialité entre le département et la ville pour l'organisation du passage de la flamme olympique. On apprend que Montreuil est labellisé Terre de Jeux 2024. Ce soir, on va demander donc à notre Assemblée d'approuver un engagement de confidentialité pour le relais de la flamme. On est à quelques mois de l'événement, mais nous ne saurons rien de la manière dont concrètement l'équipe municipale compte associer la population à cet événement. Quel sera l'impact de cette organisation sur les services municipaux? Vous l'aurez compris, là aussi, le conseil municipal est compétent pour accorder la confidentialité, mais lorsqu'il s'agit de discuter les enjeux, il est mis de côté. Dans le même ordre d'idées, ce soir, ce conseil municipal va augmenter d'1 million d'euros le budget municipal par une décision modificative sans débat. Je ne suis pas certaine qu'il existe beaucoup de collectivités dans lesquelles, sans débattre, on autorise un tel montant. L'équipe municipale, jamais à court d'idées lorsqu'il s'agit d'esquiver le débat et de dissimuler les vrais enjeux, inaugure ce soir une nouvelle technique. Pour saturer l'espace et éviter de parler de l'essentiel, le maire et sa majorité vont même jusqu'à nous proposer de débattre du rapport d'activité de la SPL Innovation et Résilience, créée en 2022, et dont le premier exercice comptable ne sera clôturé qu'au 31 décembre 2023. On ne parle pas de l'essentiel en conseil municipal, mais on va avoir droit à la présentation et on pourra débattre, si on le souhaite, du rapport d'activité d'une société dont l'exercice n'est même pas encore clôturé. Pour conclure, je voudrais juste dire un mot sur le fait que des Montreuilloises et des Montreuillois avaient ce soir demandé à prendre la parole pour venir évoquer devant notre Assemblée des problématiques qu'ils rencontraient. Il s'agit des parents d'élèves de l'école Jean Jaurès et des résidents du foyer Branly. Les deux demandes ont été balayées d'un revers de la main. Ainsi va la démocratie locale à Montreuil. Je vous remercie. Je tiens à signaler que ce soit bien noté que dès que vous avez commencé à discuter, à évoquer un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui pendants devant la justice, j'ai quitté la salle. Je pense que mes oreilles ont dû siffler, mais je verrai bien ce qu'il en est. En tout cas, il est évidemment absolument hors de question que je ne puisse aborder, je ne le peux pas d'ailleurs, étant donné la situation, aborder ces sujets qui néanmoins sont très graves. Ma collègue Choukri Younis vient de le dire, vous avez pris l'habitude et vous avez un vrai talent pour évacuer les débats et réussir à faire un conseil municipal où l'essentiel du temps de parole va être consacré à des sujets qui ne font pas clivage. Pas de débat, par exemple, sur la délégation de services publics qui est renouvelée sur le stationnement de surface et en ouvrage souterrain. Sujet tout de même qui aurait pu intéresser un certain nombre d'habitants. Les rapports du délégataire sortant ne seront pas présentés, ne seront pas débattus. Ce qui est un peu curieux, étant donné qu'il y aura par contre débat sur la nouvelle DSP, faire le débat sur la nouvelle DSP sans même avoir de présentation et de débat sur le bilan des sortants est quand même assez original. Ma collègue l'a rappelé, pas de débat sur le foyer Branly, pour lesquels des engagements très solennels avaient été pris par vous-même lors du dernier conseil municipal. Promesse avait été faite d'un copil le 18 septembre, d'un comité de pilotage en présence des résidents le 18 septembre dernier. Comité de pilotage annulé, sans explication, et dont vous auriez dit à la fête de l'humanité, interrogé sur ce point, que peut-être serait-il reporté dans 3 semaines. Vous avez parlé, dans votre intervention liminaire, des arbres, ce qui est toujours un exercice périlleux, et en même temps, il n'y a peut-être pas de sujet sur lequel vous êtes plus orwellien au sens de 1984, en disant strictement le contraire de ce que vous faites. Interrogé en amont du conseil municipal, la municipalité a fini par reconnaître que sur les 5000 arbres annoncés à grand renfort de communication à planter d'ici
D'ici 4 ans, 170 seulement avaient été pour l'instant plantés. 170, à ce rythme-là, il faut 30 ans. C'est la réponse de la municipalité, hein, monsieur le maire, je suis désolé. Si ce n'est pas le cas, il va falloir vous mettre d'accord avec vos adjoints. En tout cas, c'est la réponse officielle qui nous a été faite et qui figure au compte-rendu de la commission technique permanente de lundi soir. 170 arbres, à ce rythme, il faut donc 30 ans pour le réaliser. En même temps, vous avez dit qu'il faut 30 ans pour faire un arbre. Ensuite, vous avez dit qu'en 7 ans, on avait de l'ombre. Faudrait savoir, parce que comme vous plantez surtout des arbustes, je pense que même dans 30 ans, ils ne feront pas vraiment d'ombre comme un platane ou comme un marronnier, que pourtant vous avez coupé par dizaines, parce que les 170 arbres plantés, ça n'est pas évidemment le compte net d'arbres plantés si on retire les arbres coupés, arbres matures au demeurant. Il est dit dans cette même réponse que 95% des arbres survivent, ce qui veut dire déjà que vous en reconnaissez 5% de pertes. Pour des arbres censés être plus adaptés à la ville et aux dérèglements climatiques, on peut s'interroger. La réalité, c'est que dans la rue Voltaire, où vous avez coupé en février 2022 27 arbres ou arbustes ont été replantés, 6 sont, à l'heure où je vous parle, déjà morts. Donc je ne sais pas qui les arrose, je ne sais pas sous la surveillance de qui c'est fait, mais il est clair qu'il n'y a aucun suivi de ces replantations et qu'on n'est pas prêt d'avoir de l'ombre dans un certain nombre de rues, contrairement à ce que vous dites. Je terminerai sur la question de l'emploi et des ressources humaines. Vous avez parlé, vous êtes félicité de la présence d'ATSEM dans les classes, c'est très bien. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec le tableau des effectifs, mais on a du mal à croire que quand il y a 96 emplois budgétaires pour les ATSEM et qu'il y en a 37 en réalité, qu'il y a 37 emplois pourvus, il y ait de quoi vraiment se féliciter, mais vous nous expliquerez sans doute par un tour de prestigiateur dont vous avez le secret que tout ça est vachement bien et en progrès. La réalité, c'est que plusieurs délibérations qui seront sans débat ce soir continuent à organiser en réalité la précarisation de toute une partie de l'emploi municipal. Vous poussez le bouchon encore plus loin ce soir en inventant les emplois bénévoles, puisque sur une délibération sur laquelle nous aurons à revenir, vous embauchez, enfin, vous faites une convention pour employer, en tant que collectivité, des bénévoles. Vous aviez déjà inventé les saisonniers pas cher payés, les stages et les apprentis au plus bas légal possible, et vous inventez maintenant les emplois à 0 €. Fallait le faire. Je vois que le néolibéralisme finit par s'insérer même aux endroits les plus inattendus. Je vous remercie. Juste 2 mots de réponse. La première, c'est vous donner le chiffre exact de la première plantation qui était 236 arbres sur le territoire de la commune. Et là, nous serons sur un rythme de 1300 en deuxième saison. C'est une grande progression. Et je veux juste préciser, s'agissant des arbustes, puisque c'est un sujet sur lequel les gens nous interrogent souvent, c'est en fait, il est prouvé qu'il est meilleur pour l'enracinement et la survie des sujets, des arbres, de les planter à cette taille-là. Car lorsqu'ils ont développé un peu plus leur système racinaire, du coup, ils ont plus de difficultés à s'implanter durablement dans le nouvel endroit où on les plante. Et je vous indique que nous avons un contrat de garantie en quelque sorte de 3 ans de la part des prestataires qui nous les plantent, ce qui est le temps moyen constaté pour l'enracinement durable d'un arbre. S'agissant de Branly, je voulais souligner que plusieurs rendez-vous avaient déjà eu lieu. Vous dire qu'effectivement, nous avions pris l'engagement auprès des résidents de la convocation d'un COPIL avec l'ensemble des acteurs. La date avait été fixée et a été annulée par monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis. Il faut reconnaître à la décharge du préfet qu'il y a parfois des visites ministérielles impromptues et autres événements qui le conduisent à modifier son emploi du temps. Nous sommes actuellement en contact avec la préfecture et nous avons bon espoir que courant octobre,
ce COPIL soit refixé exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la participation des résidents.